Tu vois, tu partages l'ownership des sujets. Après, on le dit souvent, c'est le chemin qui est important. Je reviens sur mon exemple du chiffre d'affaires. C'est le résultat. L'équation avant, c'est un chemin que tu arpentes, si tu veux. Je laisse mes équipes prendre le chemin, on le fera ensemble, parce que je suis là, on arbitre, on tranche, on priorise si nécessaire. Je le fais avec eux, mais le chemin, c'est ça qui est important. Il faut donner l'envie aux équipes de prendre ce chemin, de l'arpenter en ayant cette notion d'ownership. Il faut qu'ils se sentent, si tu veux, engagés, responsables de ça. Moi, je suis juste là pour les aider. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 100e épisode du Panier et je suis incroyablement content de recevoir Pavel qui est VP Growth de PrestaShop. Salut Pavel, tu vas bien ? Salut Laurent, ça va très bien et toi ? Je suis au top. Tu n'as pas la primeur de la Villa Maria qui est notre nouveau bureau à Bordeaux, tu es le numéro 2 enregistré, mais tu es le premier à sortir. J'ai enregistré ce matin un catch-up avec Asphalt qui sortira d'ici quelques semaines si je dis pas de bêtises. Mais une 100e, et pour une 100e, il fallait un bel invité et surtout une belle histoire. Et je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es VP Growth de PrestaShop. Oui, tout à fait. Et pas Growth Hacking. Le Growth Hacking, c'est une partie du growth. Le growth, c'est la croissance. Et je suis très intéressé et impatient de comprendre comment la croissance s'organise chez PrestaShop, puisque c'est une activité qui existait un peu déjà à travers différentes équipes, mais que toi, tu as pour objectif et pour mission de streamliner, d'industrialiser pour les futures années de croissance chez Presta. C'est exactement ça. C'est un sujet effectivement qui est passionnant, qui répond à beaucoup de problématiques. Et donc pour reprendre ce que tu disais, effectivement, je suis arrivé chez PrestaShop assez récemment, puisque c'était fin janvier 2020, avec cette volonté de pouvoir structurer un service growth pour après lui permettre d'accélérer. Donc ça répond sur pas mal d'enjeux. On a parlé de la structuration, mais c'est aussi un alignement des équipes. C'est aussi une capacité à utiliser beaucoup d'outils parce qu'il faut avoir une vision vraiment très data-centrique quelque part pour comprendre ce que l'on fait. C'est aussi cette capacité à être créatif. J'insiste souvent sur ce point auprès de mes équipes. Il faut qu'on ait cette liberté de tester des choses. Donc là, on est sur un autre levier qui est aussi ce côté test and learn pour pouvoir tester des choses, parfois même se tromper, recommencer et trouver ce qui marche pour continuer à, au maximum, automatiser cette croissance. On a pas mal de sujets à aborder. On va d'abord redresser le portrait pour ceux pour se rafraîchir la mémoire, on va dire, sur PrestaShop. J'ai quelques questions aussi sur les valeurs, l'open source, la marketplace et les add-ons, les revenus. Je crois que c'est assez officiel, puisque ça a été dit sur d'autres médias, mais vous êtes en route pour faire entre 25 et 30 millions cette année, ce qui est juste fat. Et tu as d'ailleurs sous ta responsabilité une bonne partie de ce chiffre. Oui, tout à fait. Alors, on a un bel enjeu cette année, effectivement. On a un milestone, comme on les appelle, sur cette année qui sera aux alentours de 30 millions d'euros. La marketplace aujourd'hui supporte la moitié de cet objectif. Et c'est vrai que on a connu une année l'année dernière, une année assez exceptionnelle, où on a vu l'importance de la digitalisation, l'accélération très forte de nos marchands, en tout cas chez PrestaShop. Rappelons par exemple que sur la France, on a 60 000 marchands qui tournent sous PrestaShop, donc c'est à peu près 35% des e-commerçants en France. Il y a une boutique sur 3 en France qui tourne sur PrestaShop. Exactement. Ok. Mais c'est aussi PrestaShop. Quelle fluctuation, quelle augmentation, en baisse, en augmentation, flat Ah non, une augmentation de 20%. Okay. On a vu qu'il y avait 20% de plus de 20% de boutiques l'année dernière en fait, avec aussi avec un effet Covid évidemment, mais on se rend compte que PrestaShop a répondu à un véritable enjeu. Donc ça s'est tout de suite matérialisé par ce nombre de boutiques qui a augmenté de manière assez phénoménale, mais c'est 20% en France, c'est 29% en Italie, c'est aux alentours de 24% en LATAM et 12% en Italie par exemple. C'est le core market ça de PrestaShop ? Exactement, on est aujourd'hui leader open source en Europe.
Ok. 80% de nos boutiques sont en Europe. Et on est aussi très très présent et très bien représenté au LATAM. Donc aujourd'hui, c'est toujours effectivement ces valeurs de l'open source, mais c'est aujourd'hui notre core market, effectivement. Et 300 000 boutiques dans le monde. Et 300 000 boutiques dans le monde, effectivement. Ok. Donc c'est présent dans 190 pays. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez transversal. Et aujourd'hui, basé, je disais, effectivement, sur cette partie open source, parce qu'effectivement, l'open source, c'est une communauté qui se crée tout autour. Donc dans l'ensemble de ces pays aussi, après, on a des relais de développeurs, d'agences, partenaires, ou des agences tout court, qui aussi sont acculturées à PrestaShop et qui nous permettent de répondre à des problématiques très localisées, en fait, pour chacun des marchands qui décident de passer sur PrestaShop. 1 million de personnes en tout qui font du PrestaShop. Oui, une grande communauté. On a parlé des 300 000 marchands, mais à côté de ça, il y a 700 000 autres personnes. On le disait, des développeurs, des agences, freelance, marketing. On a des ambassadeurs, les agences partenaires. On en compte aujourd'hui 250, mais ça, c'est 1 million de personnes qui permettent d'accompagner en fait ce beau projet à travers la planète et avec des enjeux qui sont quand même très très variés puisque chez PrestaShop, on a des marchands dans toutes les verticales marché, avec on va dire, des spécificités très très particulières. On peut avoir des gens qui font du B2B, des gens qui vont être des NVB, déjà avec, on parle souvent du cycle français, mais c'est vrai, c'est un très beau use case. On va avoir des marques, on parle de par exemple Smeg, Waterman, qui décide de faire du direct to consumer. Donc on a des contextes qui sont très très variés, et des grands groupes. On parle de Carrefour, on parle de Decathlon, on parle de L'Oréal, voilà. Et donc à chaque fois, PrestaShop s'adapte au contexte de ces marchands. Ça fait partie des enjeux, les grands groupes? Ça fait exactement partie de nos enjeux. Enfin, le mid-market et les grands groupes. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, clairement, il y a plusieurs choses qui découlent ça. En fait, c'était on va dire une vision qu'on avait chez PrestaShop depuis quelques années, mais elle s'est largement accélérée avec ce qu'on a connu avec le Covid, ce côté digitalisation. On sait aujourd'hui, par exemple, que 7 patrons français sur 10 sont complètement d'accord pour dire que le digital va accélérer leur business avec des éléments qui sont assez clés. Qui sont les 3 autres? Il faut les faire sortir. Oui. C'est un des enjeux qu'on travaille, en fait, effectivement. Il faut pouvoir communiquer auprès d'eux, il faut pouvoir leur parler. Donc après, effectivement, on peut faire référence à des sujets qui vont être l'accompagnement, la façon dont à l'État aussi on arrive à former les gens, les jeunes, pour pouvoir être de plus en plus dans ce numérique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis quelques années. Et voilà. Et donc ces 7 patrons sur 10, aujourd'hui, on sait que dans ce groupe-là, ils savent pertinemment que ça va améliorer la fidélisation de leurs clients, leur rentabilité, et que ce n'est plus quelque chose qui va être contradictoire avec du retail classique. Le e-retail et le retail aujourd'hui peuvent vivre ensemble, et on a laissé use case de côté, on va dire, d'omnicanalité, où on va commencer son achat ou la fréquentation d'un catalogue produit par exemple sur mobile, finir en magasin ou vice versa. Tout ça aujourd'hui, voilà, c'est la tendance du moment. C'est porté par le consommateur d'abord, et ensuite ce sont les enseignes, ces entreprises, ces TPE. PME, ETI, qui derrière s'adaptent et répondent aux besoins des consommateurs. J'ai fait un super épisode, je vous invite à l'écouter, chers auditeurs, sur justement l'omnicanalité avec Criteo, et les différents parcours que tu peux gérer, l'importance de l'omnicanalité pour les e-commerçants. Il y a qui en face de vous chez un grand compte ou sur le mid-market quand il y a un choix à faire en termes de plateforme? Ah oui, bonne question. Alors, aujourd'hui, sur l'omnicanalité, je vais y arriver, on est parti d'un constat aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de CMS parfait pour faire de l'omnicanalité. Aujourd'hui, ça répond à des contextes très particuliers qui ont besoin d'une très forte personnalisation. Donc du coup, nous, on se sert de ça pour essayer un petit peu de construire autour de ces use cases, de comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année prochaine, on va sortir carrément une offre autour du click and mortar. Mais derrière, aujourd'hui, voilà, on voit que potentiellement certains concurrents CMS, comme Magento pour pas les citer, peuvent essayer d'attribuer ce type de use case. Mais nous, aujourd'hui, voilà, on reste sur les expériences de nos users, les succès qu'ils ont pu bâtir, parce que c'est souvent, ils commencent à construire eux-mêmes les réponses à leurs besoins. Et nous, avec eux, on s'inspire de ça pour pouvoir les intégrer au mieux dans le logiciel open source PrestaShop et répondre à leurs objectifs. Ok, compris. Tu me disais ça en préparant l'épisode, mais vous faites de l'européen. Oui. C'est une valeur? C'est une très forte valeur chez PrestaShop. Vous défendez, ouais. En fait, l'avantage de l'open source, c'est un choix. C'est un choix qui te permet aujourd'hui de pouvoir décider de où est-ce que tu vas héberger ton site, où est-ce que tes données vont être aussi hébergées. Donc quelque part, si tu veux, aujourd'hui, dans l'ère de l'RGPD que l'on connaît, surtout effectivement depuis 2018,
on sait que c'est quelque chose sur lesquels à la fois le consommateur est hyper vigilant sur ce qui va se passer de ces données quelque part, mais aussi du coup dans la façon dont on va les traiter. Donc si tu veux, nos marchands aujourd'hui très sensibilisés au sujet, c'est quelque chose qu'ils retrouvent chez PrestaShop assez facilement. Et donc voilà, donc nous c'est cet open source européen multilocal, puisqu'on a dit européen, donc dans plusieurs pays, qui nous permet d'être complètement aligné avec ces valeurs européennes. Multilocal, c'est donc multidevise, multistock potentiellement, mais un focus sur le marché européen avant le global ou pas? Est-ce qu'il y a une... Il y a une traction... Est-ce qu'il est plus facile... Enfin, pardon, je précise ma question parce que ça m'intéresse moi, avec ma casquette de patron de Causa Vostra, est-ce qu'on se lance dans le monde? Est-ce qu'on se lance spécifiquement sur l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest? C'est des questions qu'on a. Et est-ce qu'il est plus facile de devenir la première agence européenne versus une agence parmi d'autres au niveau monde ou... Tout à fait. Tu sais, je pense que si on reprend le contexte du marchand, effectivement, il va souvent commencer de manière assez naturelle sur son marché local. Après, derrière, il commence à regarder un petit peu d'un point de vue stratégique, il peut se poser la question de très rapidement pouvoir adresser un pays qui soit cross-border, mais peut-être pas très loin au niveau des frontières, parce que ça va aussi impliquer des énormes problématiques de transport. Aujourd'hui, il y a le dédouanement aussi, les TVA intracommunautaires, tous ces genres de sujets comment gérer la TVA entre les pays. Donc aujourd'hui, PrestaShop va pouvoir te permettre d'aller très rapidement sur ces pays-là. On est traduit dans 75 langues nativement sur le logiciel, et tout est fait pour que PrestaShop soit le plus rapidement accessible dans un pays étranger, puisque de par cette communauté open source, on a des relais locaux qui vont nous aider à avoir les meilleures solutions de paiement, les meilleures solutions logistiques, et permettre d'avoir la vraie expérience qui est attendue dans ces pays étrangers. C'est vrai que très souvent, et encore ce matin avec Asphalt d'ailleurs, mais très souvent l'internationalisation commence par la langue. Donc je vais tester les pays, je m'étends naturellement aux pays qui francophones par exemple pour des Français, et ensuite je vais passer à l'allemand, et du coup je peux faire l'Allemagne, l'Autriche, une partie de la Suisse et ainsi de suite, quoi. Exactement. Ok. Donc un projet européen. On a aussi une consommation et peut-être des outils spécifiques en Europe. Je pense au paiement, Oui, effectivement. La partie paiement, effectivement, est à chaque fois bien localisée. Mais d'ailleurs, elle est tellement localisée qu'on a aujourd'hui nos habitudes de consommation en France. On sait qu'on a PayPal et les systèmes de paiement classiques. Mais par exemple, on sait qu'en Pologne, par exemple, aujourd'hui, ce ne sont pas des grands utilisateurs de PayPal. Derrière, il y a d'autres solutions bien plus localisées de paiement qui vont nous permettre de répondre et d'avoir cette expérience sans couture. L'idée aussi de PrestaShop, c'est cette expérience sans couture. Sans couture. Ouais. Oui, tout à fait, sans couture. Donc, c'est cette capacité à pouvoir s'assurer qu'on réponde aux habitudes de consommation, mais d'usage. Et c'est parce que à chaque fois PrestaShop a ce localisme dont on parlait, ce côté multilocal, qu'on aura la bonne solution de paiement en Pologne, la bonne solution de paiement en Allemagne, ou de logistique à chaque fois, pour que on soit sûr que ce marchand qui décide d'aller à l'international réponde au contexte du pays. Quelle taille fait PrestaShop en termes d'équipe ? Oui, aujourd'hui, notre équipe, alors elle a bien grossi. On est 170 aujourd'hui. Ok. On recrute très très fortement encore aujourd'hui. On sera 200 à la fin d'année. Et sur l'ensemble des leviers de PrestaShop, c'est-à-dire que sur tout, que ce soit le produit, le revenu, la tech, il y a des postes ouverts partout. On doit accompagner aujourd'hui notre accélération et qui est encore très forte. 200 personnes, dont une trentaine dans ton équipe, c'est ça? Oui, exactement. Okay. On est 32 avec moi. On y vient dans quelques minutes. Je voulais juste encore rester sur la marketplace et l'enjeu de la marketplace. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la moitié du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, une quinzaine de millions cette année, c'est fat. À quoi ça sert une marketplace pour donc contrôler, gérer en termes de qualité, en termes de validation par un éditeur open source? Alors c'est un super enjeu. C'est aujourd'hui, si on reprend un petit peu en 2 minutes, si on reprend l'user journey aujourd'hui de comment ça se passe chez PrestaShop, quelqu'un qui décide de se lancer dans l'aventure e-commerce, il peut télécharger le logiciel de manière gratuite, c'est un logiciel open source, et après derrière, une fois qu'il arrive sur le web avec sa boutique en ligne qui fonctionne, il peut pouvoir équiper sa boutique pour la renforcer sur certaines verticales. Donc aujourd'hui, on a la marketplace, il y a environ 7000 add-ons, modules disponibles qui permettent sur des verticales paiement, marketing, transport, recommandations produits si on va dans des verticales un peu plus spécialisées, pouvoir équiper sa boutique.
Donc aujourd'hui, c'est un écosystème qui est quand même assez fat, pour reprendre tes mots, exactement, et qui permet de pouvoir être comme un tiers de confiance pour nos marchands, puisque ces produits-là, on essaye de au maximum, on valide leur qualité avant de pouvoir les mettre à disposition sur notre marketplace. On est en contact régulier avec nos contributeurs qui fabriquent ces modules-là pour s'assurer d'avoir des standards de qualité qui puissent répondre à la qualité attendue par nos marchands et faire en sorte que l'expérience, là aussi, soit sans couture, dans le sens où un module puisse être installé très rapidement, qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible et que l'affaire tourne. Tu as une idée de l'ordre de grandeur de la marketplace versus le nombre d'add-ons qui existent et qui se baladent dans la nature ? De librairies, de frameworks, je sais pas, que je peux intégrer, mais qui sont pas dans la marketplace et donc oui, alors les 7000 par rapport à combien, tu vois, c'est ça que je... 7000, mais par rapport à plusieurs autres 7000 ou dizaines de milliers, si tu veux, ailleurs, on sait qu'on n'est pas les seuls à vendre en fait aujourd'hui des add-ons PrestaShop. Chez nous, tu peux les trouver dans d'autres marketplaces, mais nous on est hyper vigilants sur cette qualité en fait. C'est comme ça aussi que c'est la valeur que moi je veux porter avec la marketplace et avec mes équipes, c'est ce tiers de confiance qu'on est auprès de nos marchands pour être sûr que voilà nos add-ons, nos modules que l'on distribue soient le plus performants possible et répondent aussi à leur contexte. Donc aujourd'hui c'est un vrai enjeu. Et on l'a bien démontré sur l'année 2020 et ce qu'on est en train de continuer à faire sur 2021, c'est à chaque fois, on revient plutôt sur le sujet du growth, mais comprendre vraiment le besoin de nos marchands, tu vois, pour pouvoir vraiment répondre à leurs problématiques avec un petit côté saisonnalité aussi, on peut se le dire aussi, parce que on gère une marketplace, mais on est aussi quelque part e-marchand de notre côté. Donc on essaie de suivre les tendances. On parle de grands marronniers souvent. Que nos marchands aujourd'hui sur lesquels ils sont confrontés pour pouvoir gérer leur business, nous c'est pareil, donc un peu avant les grands marronniers, on essaye avec eux de les acculturer aux bonnes pratiques avant Noël, avant les soldes, avec des thématiques particulières. Donc tout ça c'est un petit peu la valeur de la marketplace. C'est pas focus simplement sur le fait de vendre un module à nos marchands, c'est vraiment de les accompagner dans leur croissance. Ok. Sur la partie alors je reviendrai sur la saisonnalité parce que c'est intéressant et j'aimerais bien savoir quels sont ces marronniers sur lesquels tu accompagnes les marchands. 7000 add-ons dans la marketplace, il y en a une partie qui sont développés par PrestaShop. Oui. Une dizaine de pourcents. Oui, un petit peu moins, mais c'est à peu près ça, tout à fait. Ok. Pourquoi à quel moment tu fais un cut, un choix entre mettre un add-on dans la marketplace versus le mettre dans le tronc commun du code source? C'est des choses qui sont utiles à certains mais pas à d'autres. Enfin, j'imagine qu'il y a, tu vois, qu'est-ce qui... En fait, et je suis conscient, pardon, excuse-moi, que c'est pas ton sujet principal, mais tout à fait. Oui, c'est un sujet très produit, mais en fait, on essaie d'être comme on parlait dans les valeurs de PrestaShop, il y a ce côté proximité. On est vachement à l'écoute en fait de nos marchands, mais aussi de nos agences, qu'elles soient partenaires ou on va dire de l'écosystème. On parlait aujourd'hui de 1 million de personnes au total. On parle bien de cet écosystème où on va essayer de récupérer les insights pour comprendre un petit peu comment répondre à une problématique. Je prends un exemple très concret. C'était en 2018. Le RGPD est arrivé, il a fallu très très vite répondre et adapter le logiciel PrestaShop aux questions du RGPD. On avait des insights pour nous dire qu'il fallait le faire, mais voilà, on l'a fait très rapidement, on l'a mis en place, on a répondu à une problématique qui allait être très générale et on l'a fait de manière assez rapide. Donc on répond à des enjeux qui sont parfois, on va dire, institutionnels, puisqu'il y a des choses qui arrivent, il faut y répondre. Et après, il y a des opportunités, on va dire, marketing pour nos marchands, par exemple, avec une nouvelle capacité à aller faire d'acquisition, notamment par exemple sur les réseaux sociaux. Là, à ce moment-là, par exemple, dernièrement, on a lancé PS Facebook en collaboration avec Facebook pour pouvoir aider nos marchands à distribuer leur catalogue directement sur Facebook et avoir une capacité à interagir avec leurs prospects ou clients directement sur Messenger. Donc, on capte ces signaux, on est hyper alerte au marché, on fait attention effectivement aux besoins aussi de nos marchands et en fonction de ça, on a une roadmap produit qui se construit et on essaie d'y répondre au mieux. Ok, dernière question, puis après on passe aux grosses, mais pour dresser un peu le portrait, quelles sont les autres sources de revenus de PrestaShop ? Oui, alors aujourd'hui, PrestaShop, donc on l'a dit, il y a la marketplace. Ensuite, on va avoir des partenariats, puisque aujourd'hui, il faut savoir que PrestaShop, dans son écosystème, accueille des grands partenaires tech, par exemple, ou du paiement, ou de la logistique, où on va leur permettre d'avoir une expérience, on va dire,
le plus proche possible de notre communauté, avec par exemple, comment ça peut se matérialiser, c'est bien avoir la capacité d'avoir un module gratuit sur la marketplace, la capacité d'avoir le module directement intégré dans le back-office des marchands, ça c'est une possibilité. Mais pareil, ces marchands, ces partenaires, on les choisit comme avec soin, parce qu'on doit s'assurer à chaque fois de la vraie valeur qu'ils vont apporter à nos marchands. Donc ça, c'est une partie. Il suffit pas de mettre, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il suffit pas de mettre un chèque sur la table. Ça nous est arrivé de dire non. Ok. Je pense que là-dessus, c'est un choix, c'est les valeurs de PrestaShop. C'est la qualité pour nos marchands avant tout. Ok. Donc ça, c'est pour les partenariats. Oui. Et il reste le mid-market, c'est ça, sur lequel il y a... Tout à fait. Donc le mid-market, c'est quelque chose... On parlait tout à l'heure des PME ETI. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet puisque la digitalisation, elle était déjà amorcée, mais elle s'est accélérée très fortement avec la période Covid, évidemment. Donc on a vu des PME ETI qui étaient déjà plus ou moins matures sur le sujet du e-commerce et d'autres qui avaient une maturité qui voulaient encore accélérer. Donc on a décidé de faire des offres très spécifiques pour eux, donc un audit assez, on va dire, pointu, qui va leur permettre en fait après d'améliorer toute la partie SEO, performance, et une autre partie qui est un hébergement haute performance pour les aider à gérer des contextes, par exemple, on sait qu'on a certaines boutiques qui peuvent truster plusieurs milliers de transactions en quelques secondes. Donc, typiquement, pour eux, il leur faut une conversion qui soit juste parfaite. Donc, on a créé ce type d'offre pour pouvoir les accompagner dans leurs problématiques et accélérer. En interne ou via un partenaire ? Non, là, c'est via effectivement un partenaire, mais on co-construit l'offre puisqu'on a quand même une belle expertise chez nous. Et derrière, aujourd'hui, voilà, on a une offre mid-market qui est top, et on a les premiers use cases qui sortent en fait de nos utilisateurs qui sont juste géniaux, quoi. Ok. Et rentrons du coup dans le vif du sujet. Toi, tu arrives en début 2020, fin janvier 2020, ouais. Pour mettre en place le Gross. C'est quoi ta mission ? Qu'est-ce qui est écrit sur ta fiche de poste ? Ouais, alors dans le détail, si tu veux, pour le reprendre comme ça, j'aurais peut-être pas, je m'en souviendrai pas exactement, mais grosso modo, si tu veux, c'est mettre un mindset, structurer une équipe, la faire accélérer. Si tu veux, si je devais mettre 3 grands points clés, ils sont ceux-là. J'arrive chez PrestaShop, on est fin 2020. Je sors de ma précédente expérience, j'étais encore start-upper et cofondeur, si tu veux, dans une partie très analytics. J'ai besoin d'un challenge, j'ai besoin d'être inspiré par le projet très fortement. C'est ce que je retrouve chez PrestaShop, et je me dis ok, il y a une vraie volonté, il y a un ADN qui me parle vachement, et à ce moment-là, je me dis ok, on y va. Il y a cette capacité à avoir déjà une belle équipe. Tu vois, à l'époque, j'arrive, on est une vingtaine au Gross, avec déjà quelque chose qui était pré-structuré quand je suis arrivé. C'était assez confortable, puisqu'on savait que les business units, c'est comme ça que je les appelle, si tu veux, le Gross aujourd'hui, c'est une vision complète sur le parcours, donc ils sont divisés par business unit. Et je me dis, ok, on y va, et on commence à ce moment-là à mettre une énergie, on aligne les équipes, et on structure cette vision Gross jusqu'au bout. Puisqu'à l'époque, quand je suis arrivé, si tu veux, c'était avant que j'arrive, on avait dans le parcours de PrestaShop, aujourd'hui, tu télécharges ton logiciel sur le .com, PrestaShop.com, et après tu deviens client sur la marketplace. Mais entre-temps, il faut comprendre quelles sont les interactions, qu'est-ce que nos marchands deviennent, au bout de combien de temps, si tu veux, ils deviennent du coup des utilisateurs actifs, si on prend une vision vraiment grosse. Et tout ça, c'était en fait éclaté dans des silos différents. Et donc le gross, c'était aligner ces parcours pour pouvoir les rendre vraiment très data-driven, les suivre au maximum et avoir cette vision du user journey. Le growth, ça répond à du user journey intégré dans un funnel, à plusieurs niveaux. Ok. Et quel est ton objectif qu'on t'a fixé, que tu t'es fixé ? Alors moi, j'arrive, il faut que je supporte, si tu veux, une partie du chiffre d'affaires, évidemment, mais le chiffre d'affaires, c'est qu'un résultat. Derrière, tu décomposes le chiffre d'affaires. Il est basé sur du trafic, évidemment, sur de la conversion. La conversion, c'est encore un sujet qui est hyper intéressant, puisque moi, je viens d'un monde, si tu veux, quand j'ai lancé mon premier site e-commerce, c'était en 2003, 2004. La conversion, tu avais un nombre de visiteurs, un nombre de transactions, ça y est, tu avais ton nombre de conversions. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est devenu un sport de haut niveau. La conversion, elle est dans plein d'étapes différentes. L'acquisition, l'activation, le côté awareness, enfin en plus tu peux mixer ça avec les différents réseaux sociaux sur lesquels, ou différents canaux sur lesquels tu vas être disponible, ou sur lesquels tu vas faire des opérations. Et donc tu as des micro-tunnels de conversion qu'il faut mettre bout à bout, sur lesquels il faut comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est, il y a le chiffre d'affaires, c'est très bien, mais c'est que le résultat d'une énorme équation sur laquelle il faut répondre. Et donc c'était ça le sujet. Tu vois, c'était bien définir quels sont les éléments clés de l'équation et y répondre avec des actions basées sur le growth.
Le growth est devenu un sport de haut niveau, ça c'est pas mal. Je me demande si ça fait. Je sais pas si tu as parlé assez longtemps du sujet ou si tu l'as dit assez lentement, mais ça ferait une belle virgule de l'intro. Mais le growth est devenu un sport de haut niveau. Ça me parle. J'ai l'impression qu'on a pendant très longtemps bricolé et puis depuis 5 ans, c'est devenu une discipline olympique, quoi. Exactement. Il y a les outils, il y a une maturité. Je pense que nous tous, on vient de cette génération, si tu veux, on faisait déjà du growth, pardon, sans le savoir. Et là, en fait, on a mis des mots sur quelque chose qu'on a aussi, on va dire, avec ce côté digital où tout va très vite, les points de contact qu'on a, la data en plus qu'on peut avoir, l'automatisation, grâce aux outils aussi qui sont à disposition, fait que tout ce qu'on faisait déjà parfois de manière un peu manuelle, on bricolait un peu. Moi, je me considère beaucoup comme un bricoleur du net, si tu veux, aussi quelque part. Mais maintenant, on passe du bricoleur à quelque chose qui ressemble plus à une F1, au niveau du growth en tout cas, qui nous permet d'aller très vite. Voilà. Suite à l'expérimentation, c'est toujours pareil, ça c'est très très clé. Hein. On teste des choses tout le temps, on teste tout le temps des nouveaux canaux d'acquisition, des nouvelles façons de convertir. Et tout ça doit aussi reposer sur ta value proposition. Il faut toujours être sûr que si tu veux, ce message-là, il passe, qu'il engage tes utilisateurs. Parce que c'est très facile de faire des opérations commerciales basées sur du prix, sur moins cher que gratuit, comme c'était mon ancien associé qui disait ça, je trouvais ça rigolo comme expression. Mais tout ça, si tu veux, c'est toujours basé sur les valeurs du message que tu portes, la value proposition. Et c'est cette value proposition qui, à chaque étape de ton funnel, est clairement exprimée, qui fait que tu va engager tes utilisateurs sur le long terme. Les funnels, c'est les 3A, les 3R, awareness, acquisition. Enfin, vas-y. Alors ouais, sans me tromper d'ailleurs. Donc effectivement, tu vois, en fait c'est intéressant parce que ça va pouvoir permettre de faire le parallèle entre ce qu'est le marketing et qu'est-ce qu'est le growth marketing. Donc si on reprend les 3A, les 3R, tu commences par le awareness, cette capacité, si tu veux, à faire du branding autour de ta marque, du produit que tu vends, de la solution. Ensuite, tu vas passer sur toute la partie acquisition, tu commences à acquérir les premiers utilisateurs. Ensuite, tu les actives parce que tu les inscris à une newsletter, par exemple, si on reste sur les sujets simples. Ensuite, tu commences à faire cette rétention, c'est-à-dire que tu vas les activer de plus en plus dans ton parcours. Tu en crées du revenu, puisqu'ils deviennent des utilisateurs actifs qui sont prêts à te donner en fait une valeur suite au service que tu leur proposes. Tu les fidélises aussi, important, et tu arrives dans cette phase de referral en fait qu'on appelle, ce qui deviennent des ambassadeurs en fait de ta marque, et ils t'aident en même temps à faire encore plus d'acquisition. Là où, si tu veux, le growth marketing, on est bien sur ces 6 étapes. Le marketing n'est que sur les 2 premières, ce côté awareness, acquisition. Donc c'est ce que je disais, cette vision funnel, beaucoup plus transversale, très en profondeur quelque part, et qui va jusqu'au bout. Et c'était ça l'enjeu finalement de aussi ma mission, si tu veux, c'est arriver à poser ces 6 briques chez PrestaShop. Tout en streamlinant, tout en rassemblant sans couture, comme tu lui disais, différentes business units et différentes équipes. Donc c'est un sujet dont on va parler un peu plus tard, mais la structuration de ces équipes, du mindset, c'est un sujet intéressant. Mais il y a 2 grands sujets. C'est qu'il y a une user journey qui est le téléchargement sur le .com du pack PrestaShop, je sais pas comment on dit, du logiciel open source PrestaShop. Et ensuite le sujet de je suis utilisateur, je veux cranter et je vais acheter un add-on sur le marketplace. Toi, ton objectif, si je comprends bien, c'est de streamliner un peu ce parcours, de le comprendre et comme tu l'as dit, de comprendre tous ces mini tunnels qui à chaque étape permettent d'avancer à l'étape suivante un petit peu, quoi. C'est exactement ça. Il faut avoir une vision complètement transversale, avec des points de contact qui sont effectivement réguliers tout au long du parcours. L'idée de ça après, c'est de comprendre en fait des comportements ou des besoins, d'essayer d'y répondre tout au long du parcours, d'automatiser un maximum de passages d'une étape du funnel à une autre. Ça, c'est un point qui est quand même assez clé. Et on parlait des outils tout à l'heure, mais effectivement c'est très important. Et après derrière de s'assurer que la qualité est ressentie finalement par nos utilisateurs finaux par rapport à la value proposition qu'on a mis en face, elle soit au rendez-vous, qu'il soit pas en déception totale parce que les modules qu'on aura vendus n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient par exemple, ou que le logiciel PrestaShop, si on remonte un peu avant, ne répondait pas à leur contexte, qui peut parfois être ultra personnalisé. Donc l'idée, c'est pour ça que pour moi c'est quand même assez clé et qu'on essaie d'échanger beaucoup avec aussi notre équipe produit sur la compréhension des retours des utilisateurs pour être sûr que cette value proposition, on soit en phase tout au long du parcours. C'est extrêmement clé. J'ai le sentiment qui est peut-être un peu vieux jeu parce que je suis un vieux. Je suis pas si vieux que ça, mais j'ai développé dans le passé. Mais j'ai le sentiment qu'à l'époque,
qu'on était un peu abandonné, qu'un logiciel open source, tu allais sur un site, tu le téléchargeais, puis ensuite c'est démerde-toi et va sur des forums. Donc il y a aussi, j'imagine, de l'éducation, de l'évangélisation sur les utilisateurs pour leur dire non, tu fais partie d'une famille, t'es accompagné, t'es pas lâché dans la nature. Ce que tu dis là, c'est un point qui est vraiment clé. Effectivement, l'open source, aujourd'hui, tu le télécharges. Ça se fait. Aujourd'hui, c'est comme beaucoup même plus simple qu'avant de l'installer. Tu l'installes sur une instance hébergée, tu fais tourner ton site et on a beaucoup de tutoriels et puis tu en trouves plein. Il y en a beaucoup sur ne serait-ce que YouTube si tu veux pour t'aider à installer ton PrestaShop. Mais ce qui est clé, c'est qu'on parlait d'une communauté d'1 million de personnes. Et il y a tout un réseau de freelance, d'agences spécialisées qui permettent de t'accompagner. On disait que le growth marketing est devenu un sport de haut niveau, mais le e-commerce aussi est devenu un sport de haut niveau. Aujourd'hui, il suffit plus simplement d'installer un e-commerce, de trouver un produit de niche, de le lancer, de faire quelques campagnes à droite à gauche et se dire ok c'est bon, je vais atteindre mon 1 million d'euros et je vais pouvoir continuer à me développer comme ça. Non, il y a le e-commerce c'est un sport de niveau et c'est pour ça que le panier existe, c'est pour arriver à le décrypter. Exactement. Et merci pour ça, tu vois. Donc voilà, il y a une communauté très qualifiée. C'est important parce que c'est bien beau d'avoir une communauté. Il faut bien s'assurer aussi que les gens puissent accompagner correctement, si tu veux, les besoins de nos marchands. Et c'est tout ce qui s'est développé depuis 2007, depuis la création de PrestaShop. Cette communauté qui a grandi, qui s'est développée, qui s'est améliorée. Du coup, maintenant, voilà, on a on le voit, hein, tous les use cases de nos marchands qui arrivent passent souvent aussi par des agences parce qu'ils gagnent du temps. Tu gagnes du temps en fait. Tu te fais accompagner par des experts et ça c'est aussi important. Il ne faut pas parfois hésiter à avoir peur. J'en parle à connaissance de cause parce que je suis ancien marchand où parfois c'est bien de se rapprocher d'une agence pour pouvoir se faire accompagner, pour comprendre les problématiques, pour pouvoir avoir des vrais insights et pouvoir peut-être parfois gagner 6 mois, 1 an dans sa stratégie. C'est hyper important. Ton premier enjeu, c'est la structuration des équipes. Ouais. Y a un mindset à mettre en place, à changer. Comment est-ce que tu débarques comme comment est l'état d'esprit avant que tu arrives ? Et comment est-ce qu'il est aujourd'hui ? Alors, l'état d'esprit, si tu veux, c'est pour moi, je suis en phase de découverte absolue. J'arrive de Bordeaux, j'arrive dans un écosystème qui se réinvente. Il faut trouver sa place. Donc, je suis beaucoup, au début, si tu veux, dans l'observation. Et je me permets, je fais un petit clin d'œil à mon équipe, si tu veux, parce qu'ils ont été hyper bienveillants. Et ça a été clé. Ils m'ont vu arriver. Donc, forcément, on apprend à se connaître. Donc, maintenant, moi, j'arrive avec une vision partagé avec mon CRO évidemment et je commence Chief Revenue Officer. Exactement, Christophe qui avait déjà cette vision du growth avant que j'arrive et comme je le disais tout à l'heure et moi j'avais ce passage de relais pour lui donner du sens et donc forcément je parle beaucoup avec mes équipes, je passe 2 semaines à rencontrer tout le monde, toute l'équipe, savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aussi, comment je vois déjà les choses, comment est-ce qu'on peut s'aligner ensemble et donc tu vois il y a ce lien qu'il faut construire et moi j'essaie toujours d'être assez bienveillant dans mes équipes. Enfin j'ai une empathie si tu veux qui est assez forte et donc voilà on a pris le temps du coup de se connaître avant de commencer à se dire ok maintenant que on sait à peu près où on veut aller on va construire ensemble le reste du chemin et donc on a construit ce chemin en faisant 4 on va dire business units qui étaient des business units de parcours et 2 business units qui étaient plutôt des business units support pour nous aider à accélérer sur ces parcours. Mais eux-mêmes ont été ils étaient dans d'autres équipes avant, c'est ça ? Il y a eu une restructuration en interne. Oui, alors ils étaient dans d'autres équipes. Comment est-ce que tu l'accompagnes, cette restructuration ? Pareil, avec beaucoup d'humilité. Ça, il faut être vigilant. Moi, en plus, tu vois, j'arrive, je suis le nouveau quand même dans l'histoire, donc j'ai aussi à faire mes preuves. Les mecs, on leur dit, vous n'êtes plus dans l'équipe dans laquelle vous étiez, et en plus, vous avez un nouveau. Ouais, alors il y avait déjà des migrations qui avaient été un peu faites avant que j'arrive, si tu veux, fin 2019, où ils avaient commencé à créer ces débuts de business unit. Tu vois, plutôt avec une coloration conversion, plutôt une coloration acquisition, mais tous ces gens ne parlaient pas entre eux en fait. C'était pas streamline comme tu disais. Pas d'équipe transverse quoi. Pas d'équipe transverse. Okay. Donc il faut arriver avec beaucoup d'humilité comme je le disais et après une fois qu'on va dire il y a cette confiance, ce début on va dire de team spirit qui se met en place, c'est hyper important. Là on commence à parler de choses sérieuses et on accélère. 4 équipes. Tu l'as dit et 2 en support. Ouais exactement. Alors quand je dis 4 équipes qui sont des équipes sur les parcours, donc on parle de l'acquisition, on parle de la conversion,
Ensuite, on va aller sur l'engagement, qui vont toutes les actions en fait marketing qui sont aussi supportées, mais aussi la fidélité de nos clients. La partie inside sales, puisqu'on a aussi, on propose des offres de support, d'accompagnement, à la formation aussi pour nos agences, pour nos marchands, entre autres. Et ensuite, donc ça c'est sur la partie parcours du growth, et sur la partie, quand je dis support, c'est tous les gens qui vont nous permettre d'aller sur ces parcours. Donc on a une équipe qui est sur la partie CRM emailing, notre canon email, canon marketing sur le fait de communiquer et d'automatiser auprès de nos utilisateurs, pardon. Et on a c'est tout récent, depuis le début de cette année, on a une Growth Factory. C'est quoi une Growth Factory ? C'est hyper clé dans le dispositif Growth, effectivement, c'est cette capacité à créer des assets marketing qui sont clés pour nous et qui vraiment sont transverses parce qu'ils vont vraiment de l'acquisition jusqu'à la fidélisation, si tu veux, il y a des assets marketing partout. Donc la Growth Factory aujourd'hui, elle va s'occuper du content, elle va s'occuper des assets graphiques, design, elle va s'occuper du product marketing puisqu'on assure aussi au Growth tout le lancement de nos nouveaux produits. On a parlé de PS Facebook, PS Metrics actuellement aussi en ce moment, et les nouvelles versions de PrestaShop aussi qu'on accompagne dans les lancements. Et on va aussi faire toute la partie content et community management. Donc vraiment la Growth Factory, c'est hyper clé parce que ça produit des assets dont toutes les, si tu veux, les business units du Growth ont besoin, mais derrière, plus largement, dont beaucoup de services chez PrestaShop ont besoin. Donc c'est un sujet qui est super intéressant. Donc une équipe qui est un peu transverse aussi pour les autres équipes et qui, en fonction du parcours, du journée de l'utilisateur, va pouvoir produire les éléments, les assets nécessaires à la... Exactement, à l'accompagnement. Okay. C'est super clé. On parle de contenu précieux, on peut même aller sur la partie SEO, la façon dont on engage les gens. Aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est aujourd'hui en 2021, comment est-ce qu'on engage au mieux nos utilisateurs ? Le podcast, un exemple parfait. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, on le voit, qui a un usage très très fort. Il y a les types de contenus. Est-ce que le contenu, on continue à faire des livres blancs ou est-ce que maintenant on essaie de faire j'aime bien ce format-là, des sortes de monthly round-up, tu vois, où tu synthétises toute ta veille sur des formats très très courts où les gens, ils récupèrent, ils piochent ce qu'ils veulent, ils piquent ce qu'ils veulent, derrière après ils l'utilisent et ils le mettent en application. Donc voilà, avec la Factory, ce genre de questions qu'on se pose, c'est comment faire en sorte qu'à chaque fois, les éléments qu'on fournit aussi à nos utilisateurs soient de cette qualité-là. Sur la structuration, donc acquisition, conversion, engagement et inside sales. Ouais. Donc l'acquisition, ça va être le awareness et le premier téléchargement, c'est ça ? Oui, jusqu'au premier téléchargement. Avec quel type d'outils ? D'action, marketing. Ah oui, alors là, si tu veux, on est sur tous les canaux évidemment, donc on a une grosse part SEO parce qu'effectivement on est présent dans beaucoup de pays, donc ça, on a une partie SEO qui fonctionne vraiment très très bien. Donc on a une vraie stratégie SEO au demeurant. Ensuite, évidemment, on a tous les canaux payants qui existent. Alors j'ai le droit de les citer pour pas les citer. Du coup, on aura, tu vois, on a un SEO manager qui va s'occuper de la partie Google évidemment, tous les réseaux sociaux et autres. Et en fait, on a une partie aussi growth hacking sur lesquelles on teste des choses. On va tester des nouvelles choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire chez PrestaShop. Donc ça, c'est une nouvelle, on va dire, fonction qu'on a ajoutée dans l'équipe growth. C'était fin 2020. Pour pouvoir qui n'existait pas avant. Non, qui n'existait pas avant. Et c'est toute la différence, parce qu'on tu parlais au début de notre... Enfin, au tout départ, tu disais effectivement growth hacking n'est pas du growth. Effectivement, le growth hacking est intégré dans la stratégie growth. Mais le growth hacking, c'est cette capacité, si tu veux, à être vraiment tout le temps en test. Nous, aujourd'hui, on se fait des sprints. Au niveau du growth, c'est 2 semaines. 1 semaine pour avoir une itération sur une idée. Et commencer à comprendre le temps qu'on va prendre pour la mettre en place, 1 semaine pour la lancer et commencer à en récupérer des KPI, et après statuer en disant ce test il est correct, ce test il est plutôt pas terrible, et du coup on change de test. Et c'est cette capacité, si tu veux, à accepter d'échouer. Quand tu fais du growth hacking, 90%, c'est pas 95% de tes tests, si tu veux, vont tomber à l'eau. Mais c'est pas grave, c'est assumé. Et dans l'eau, tu vas trouver 5% de pépites qui vont t'aider à accélérer. Basé sur du test and learn, beaucoup d'outils, et maintenant, le growth hacking, si tu veux, c'est quelque chose qui est assez transversal. Tu peux aussi le mettre en acquisition, mais tu peux le mettre en conversion, tu peux le mettre sur l'engagement, c'est très transversal. Donc c'est ce que on essaye de faire avec les équipes, d'avoir ce mindset, test and learn, apprendre, être hyper agile. Ce n'est pas des projets qui doivent durer, 2 mois, 3 mois, il faut que ce soit très très rapide pour avoir des réponses rapidement. Ok, ça fait partie de la culture growth que tu apportes chez j'allais dire Codewostra, chez PrestaShop. Donc cette culture, je me suis noté des tests régulièrement, de l'apprentissage, du bricolage, de l'automatisation. L'automatisation est importante aussi dans la culture. Hyper important. En fait, dès que tu commences à comprendre qu'un levier fonctionne, on parlait des leviers d'acquisition, s'il y a un levier, et puis bon, alors si on parle d'acquisition, c'est des filons. Tu utilises des filons, t'automatises. Une fois que le filon
Là, je prends vraiment ma casquette growth hacker quand je dis ça au demeurant, mais voilà, tu dois changer, tu dois aller plus loin. Mais voilà. Et après, dans tout le reste des parcours d'utilisateurs, quand tu as vraiment compris leurs besoins, tu sais qui sont ceux dont ils ont besoin. Ils ont aussi des fréquences d'achat parfois qui ressortent, si tu veux, assez régulièrement. Et bien du coup, tu vas anticiper leurs besoins grâce à cette data dont tu auras compris de manière automatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tout plein de parcours qui tous les jours partent complètement en automatique grâce à notre CRM par rapport à des comportements qu'on a spécifiés avant. Et l'idée, c'est de les engager toujours plus. Quel outil pour le CRM ? HubSpot. Ok. Donc ça fait partie de la phase de structuration. Donc il n'y avait pas que mon équipe qui était sur le sujet. Évidemment, c'est un sujet qui est très compliqué à mettre en place. Donc on était supporté par pas mal de gens chez PrestaShop. Ça a été hyper intéressant, mais effectivement un enjeu qui était clé. Donc on va dire que sur le premier semestre, à la fin du premier semestre, on avait un CRM qui marchait. Et ce CRM, si tu veux, il n'est pas que pour le growth, il est pour nos partnerships, pour d'ailleurs tout le monde, hein, même les gens du produit, si tu veux, commencer à utiliser le CRM pour essayer de comprendre les utilisateurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est très transversal, qui était comme clé. Il n'y avait pas de CRM avant chez PrestaShop et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des use cases où on comprend vraiment, je parlais du besoin des utilisateurs, parce que l'idée c'est de sortir, si tu veux, de ce dont on peut avoir l'habitude, c'est faire du mass marketing, tu vois, envoyer des salves d'emails, des salves d'opérations marketing encore et encore et encore. Tu casses de la valeur si tu veux en faisant ça. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher du besoin de nos utilisateurs avec la valeur que l'on connaît chez PrestaShop pour les engager au mieux. Comment on définit la conversion, du coup, chez PrestaShop ? Alors, tu parles de le fait d'avoir téléchargé, d'utiliser ou d'avoir installé et d'acheter un add-on ? J'ai plusieurs niveaux de conversion. Ouais. Tu vois, je reste jamais sur un seul prisme, puisqu'aujourd'hui, puis d'ailleurs, même pour un e-commerçant, si tu veux, aujourd'hui, sa conversion, elle n'est pas simplement faite d'un trafic et d'une commande. On a parlé de multi-conversion, donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Donc aujourd'hui, on a clairement une conversion sur la partie du téléchargement du logiciel, c'est important, parce que c'est un use case très particulier. C'est une expérience très particulière pour nos utilisateurs. Ils sont en début de parcours dans l'e-commerce, donc il y a un profil particulier. Et après, derrière, quand ils deviennent des marchands actifs, ils arrivent sur un marketplace, ils ont une autre maturité, ils ont d'autres besoins. Et donc, pareil, on va essayer de comprendre cette conversion d'une autre façon. Mais il y a bien deux conversions différentes. Tu as des enjeux, c'est une parenthèse, mais tu as des enjeux aussi au niveau des éditeurs d'add-on ? Est-ce que tu peux avoir une vision growth et structurée pardon, j'ai fait c'est l'épisode en anglais, voilà, il y en aura d'autres peut-être. Il était très bien d'ailleurs. J'ai eu des retours de gens qui me disaient ouais, je parle pas anglais, mais moi je me suis éclaté à le faire et je pense que j'aimerais bien donner la parole à plus de marchands européens. C'était passionnant d'ailleurs le sujet. Ouais. C'est une boîte assez incroyable, les RIT, c'est très cool. Donc structuré pour structurer la grosse côté utilisateur-acheteur, oui. Est-ce qu'il y a tu vois, de l'autre côté de la marketplace, il y a de l'offre. Est-ce qu'il y a un enjeu de ce côté-là ? Est-ce qu'il t'incombe aussi ? Oui, il y a un enjeu très fort. Alors, il nous incombe pas, si tu veux, tout de suite, enfin de manière très directe, mais indirectement de manière assez forte. Comme tu l'as dit, on parle d'offres. Et moi, d'un point de vue qu'on est en train de construire le growth avec ce côté growth hacking, effectivement, maintenant, on essaie d'automatiser aussi notre capacité à aller parler aux gens qui ne sont pas encore dans notre écosystème. On le sait, aujourd'hui, il y a d'autres marketplaces, si tu veux, qui vendent des modules, qui vendent aussi des templates, c'est pour faire le design de ton site. Et pour les meilleurs d'entre eux qui ne sont pas encore chez nous, on a un vrai enjeu à leur parler, à leur dire on est là et on aimerait bien travailler avec vous. Ce serait bien que vous rejoigniez notre écosystème déjà d'1 million de personnes. Donc c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Attends, juste pour qu'on soit clair, parce que je suis pas sûr de comprendre. Tu parles de modules d'add-on PrestaShop qui sont sur d'autres marketplaces, mais pas celles de PrestaShop, ou tu parles d'add-on qui existent pour d'autres CMS, mais qui ne sont pas adaptés à PrestaShop? On peut voir les deux façons, si tu veux. Mais en priorité, si tu veux, il y a déjà des add-ons qui peuvent aller sur PrestaShop, qui ne sont pas sur le marketplace. Ça arrive. Donc ces gens-là, on essaye de les faire. Ça doit être hyper rare. Et je vois aucune raison de te dire non si tu me dis. C'est des habitudes, tu sais, tout simplement, en fait, pour certains. Peut-être que certains sont restés sur des valeurs précédentes de PrestaShop. PrestaShop a beaucoup évolué aujourd'hui et accélère aussi. Donc peut-être que si tu veux, l'un dans l'autre, voilà, ça arrive, hein, on en voit encore. Donc notre enjeu, c'est aussi de leur dire, voilà, pourquoi on se reparlerait pas, pourquoi vous essayerez, faut pas que vous ayez pas cette phase d'essai avec nous. Et donc c'est un enjeu. Et après, tu as raison. Sur d'autres CMS, il peut y avoir des enjeux de fonctionnalité hyper intéressantes, potentiellement sur des besoins sur lesquels on ne sait pas encore répondre. Ou aussi, on peut contacter ces gens-là pour leur dire, on a besoin de ces fonctionnalités, elles sont super cool. Elles vont répondre à un maximum de contacts chez nous. On a quand même 300 000 marchands, donc ça vaut le coup de venir nous voir. Et donc ça, il y a aussi une action dans ce sens. Elle est dans ton équipe ou elle est dans d'autres équipes ? Alors,
Si c'est aussi, si tu veux, cette capacité de awareness ça part de là aussi, remettre les valeurs, redonner aussi le fait qu'aujourd'hui PrestaShop c'est un CMS qui accélère fortement. Donc c'était pas, si tu regardes après nos OKR, si on revient à ces objectifs key result qu'on est obligé aussi d'avoir, c'est important, c'est d'avoir des éléments très clés positionnés dans le growth, mais dans une entreprise de manière générale. C'est pas quelque chose qu'on a décidé d'attribuer là tout de suite sur cette année. Mais c'est un sujet qui va revenir dès l'année prochaine et continuer, si tu veux, à pouvoir être en veille et s'assurer qu'à chaque fois, on puisse répondre aux besoins. Parce qu'en fait, au premier lieu, tu vois, t'as des besoins d'utilisateurs sur lesquels nos marchands essayent d'y répondre, et nous, derrière, si tu veux, on s'adapte. Et parfois, on essaie d'anticiper. Mais clairement, sur 2022, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup plus. Et du coup, une autre question me vient. Vous avez... on reviendra après sur l'engagement. Donc, on a parlé d'acquisition, de conversion. J'aimerais qu'on parle un peu d'engagement, mais la dernière brique, c'est l'inside sales. Ouais. Donc, inside sales, en gros, c'est aller vendre de la prestation à des clients PrestaShop existants. Tout à fait. C'est ça, de la formation, de l'accompagnement, ce genre de choses. Du support, effectivement, tout à fait. Du coup, tu dois avoir des signaux faibles de besoins qui remontent. Je sais pas, je pose la question. Est-ce que tu, parfois, t'adresses à des éditeurs d'add-on de la marketplace en leur disant, tiens, en ce moment, on sent qu'il y a un trend, il y a plein de gens qui ont besoin de développer, je sais pas, telle feature et qui le font en sur-mesure, qui le codent eux-mêmes, mais il y a peut-être un besoin d'un add-on. Alors souvent, ce qui se passe, ou est-ce que le marché s'autorégule, enfin c'est ouais, quoi en fait, c'est vrai qu'il y a déjà cette capacité, si tu veux. Alors déjà, PrestaShop, si tu veux, il y a déjà 500 fonctionnalités. Tu prends le logiciel open source, tu as déjà 500 fonctionnalités, donc tu réponds déjà avec pas mal de use cases. Après, il y a ce que tu trouves dans la marketplace, et après, effectivement, tu as raison, il peut y avoir des besoins très très spécifiques. L'avantage de PrestaShop, comme on se l'est dit, tu vois, ça peut répondre à des besoins très personnalisés. Et donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ces marchands-là, souvent, vont les développer dans l'écosystème PrestaShop avec des agences en direct. Donc, si on voit que parfois ce contexte peut se reproduire plusieurs fois et qu'il faut peut-être parfois l'intégrer directement, si tu veux, dans notre système directement de l'open source, on va pouvoir faire ce travail-là. Enfin, en tout cas, accompagné des utilisateurs en tout cas, des agences qui ont commencé à le faire. Mais l'idée, c'est que le marché s'autorégule plus ou moins. Là, tu vois, la seule fois où il va y avoir des choses sur lesquelles forcément on va toujours être vraiment en avance de phase, c'est quand il va y avoir des obligations réglementaires. Par exemple, on a parlé RGPD, il a fallu tout de suite, si tu veux, que PrestaShop réagisse et puisse mettre en place cette capacité à avoir une réponse, si tu veux, sur la partie RGPD. Donc, marché qui s'autorégule, des insights qui arrivent. Ensuite, on a les agences avec lesquelles on parle beaucoup, enfin des contributeurs, si tu veux, développeurs d'add-ons, modules avec qui on parle beaucoup et qui effectivement parfois prennent les sujets et font des use cases. Ok. La force d'un CMS comme PrestaShop qui est open source ou il y en a d'autres, mais c'est cette possibilité de faire du sur-mesure justement versus d'être dans un carcan qui peut nous permettre de gagner du temps par moment mais qui peut être bloquant à d'autres. C'est complètement dans les valeurs, hein. On en parlait au début, c'est vrai que open source ça veut dire liberté sur plus d'un point. On parlait de l'hébergement, savoir où vont être tes données, on a parlé de la capacité à transformer parfois le logiciel par rapport à tes contextes. Si le marchand en question, et on parlait beaucoup de PME et de TI, hein, ces gens-là qui ont déjà une certaine maturité, ils ont des besoins savants très spécifiques dans leur marché cœur qui est on parlait aussi de click and mortar, mais avec des habitudes très particulières. Et du coup, PrestaShop permet vraiment de partir pas d'une feuille blanche, mais presque, et donc de s'adapter complètement aux besoins. Et c'est ça la force vraiment de notre écosystème, c'est qu'il est en perpétuelle évolution. Et derrière, nous, on est garant de la qualité globale de cet environnement qu'on propose pour permettre à nos marchands à chaque fois que, avec des coûts qui soient pas démentiels, puissent du coup faire fonctionner l'ensemble des fonctionnalités nouvelles qu'ils veulent, par exemple. Mais c'est complètement ouvert et ça repose, je redis, l'open source, ça repose grâce à une communauté. Cette capacité à répondre aux problématiques, et surtout parfois locales, parce qu'on a parlé de 190 pays, donc à chaque fois avec parfois des problématiques bien spécifiques dans certains pays, pas les mêmes solutions de paiement, on l'a dit, pas les mêmes usages de niveau logistique, c'est possible grâce à une communauté qui est localisée. Alors c'est peut-être pas l'endroit ici d'en discuter, je vous invite à écouter le podcast de mon directeur des Ops, Bruno Soulez, qui est passionnant, qui s'appelle If This Then Dev, mais je suis toujours... c'est l'open source, vous allez bientôt être 200, c'est ça ? Combien de devs sur les 200 ?
T'es pas loin de la moitié là. Ouais, j'imagine. Question toujours intéressante d'arriver à faire vivre une boîte qui édite un logiciel open source qui est à la fois libre et qui peut vivre par lui-même, mais en même temps qui doit assurer la qualité, un tronc commun, un développement comme WordPress avec automatique. Exactement. On peut en parler, mais et cet enjeu de comprendre le marché, d'accepter, de refuser, de voir les forks qu'on peut rapatrier vers le mais bref, c'est plutôt un sujet if this then dev, donc troisième point, donc il y avait l'acquisition, conversion, engagement, qui est un enjeu fort aussi de tes équipes. Comment est-ce que vous y prenez? C'est quoi l'engagement pour un utilisateur PrestaShop? L'engagement pour nous, c'est on veut construire, on veut grandir avec nos marchands. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez clé. On veut les suivre dans le temps et on veut pouvoir répondre à leurs besoins aussi dans le temps. Donc nous, on est hyper vigilants. Alors dans l'engagement, il y a plusieurs types de personas. Ça peut être des agences, parce qu'il y a aussi des agences qui vont, si on revient sur la partie add-ons, qui vont acheter pour leurs marchands. Après derrière, on va avoir des freelances et des marchands. Donc à chaque fois, on essaye de s'assurer que leur expérience d'achat évidemment a été bonne. 2, que le module a bien répondu à leurs besoins, parce que parfois ça peut ne pas arriver, hein, c'est complètement normal, et à chaque fois s'assurer que on a vraiment la capacité à communiquer avec eux de manière hyper fluide. Nos marchands aujourd'hui, nos agences veulent s'assurer qu'on ait une relation qui soit hyper simple, qu'on montre aussi qu'on est à l'écoute de leurs besoins et des choses sur lesquelles ils veulent qu'on évolue. Et donc aujourd'hui on engage aussi assez fortement chez PrestaShop. On va dire que 75% de la base quand même aujourd'hui est engagée régulièrement tous les mois. Voilà, c'est un peu le mix, si tu veux, de nos clients fidèles. 75% des 300 000. Ouais. Alors, si tu veux, aujourd'hui, c'est aussi un autre enjeu. On n'a pas à chaque fois, parce qu'il y a aussi un turnover, mais sur les 300 000, on n'a pas tout de suite les 300 000 qui sont clients sur la marketplace. C'est aussi un de nos enjeux pour aller leur dire, on est là, on est votre tiers de confiance pour pouvoir vous équiper, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais aujourd'hui, si tu veux, si on devait prendre sur un mois, tu vas avoir 75% de nos commandes qui viennent de clients fidèles. Qui sont déjà au moins à leur deuxième commande. Okay. Donc tu as vu, on a un engagement qui est très fort, et moi j'en suis très fier. C'est quelque chose qui montre que on grandit avec nos marchands, et j'espère, autant que faire se peut, si tu veux, on partage ces valeurs à la fois de proximité et d'accompagnement avec eux. Ok, cool. Si on se parle aujourd'hui, c'est évidemment pour parler un peu du growth chez PrestaShop, mais c'est surtout pour cet aspect structurer une vision growth, parce que ce que tu as fait chez PrestaShop, il y a des entreprises de services, voire et des e-commerçants qui peuvent se l'approprier. Donc j'aimerais bien conclure cet entretien avec les enjeux d'une culture growth et qu'est-ce que tu mets dans la moulinette. Donc déjà il y a considérer les 3A3R, awareness, acquisition, activation, et ne pas s'arrêter qu'au début, qu'au marketing en fait. C'est exactement, il faut aller jusqu'à la vision funnel complète, si tu veux. Ça c'est quand tu as fait les 3A et 3R, t'as le terrain de jeu. Déjà c'est bien. Une fois que t'as les terrains de jeu, après il y a un mindset qu'il faut accompagner, et c'est ce qu'on fait encore, puisque notre équipe au GJO chez PrestaShop, si tu veux, on est en évolution aussi permanente de façon de travailler. On essaye d'être à chaque fois plus agile, plus performant. Donc, de manière assez pragmatique pour, on va dire, un peu tout le monde dans cette façon de faire, c'est ce mindset, cette capacité à être en mode test and learn permanente. Si tu veux, il faut pouvoir tester. On l'a dit, mais ça, c'est hyper important. Je teste un canal d'acquisition. Je teste une capacité à avoir une nouvelle offre pour convertir ou pour engager mes utilisateurs. Donc, mais je teste et je ne reste jamais, si tu veux, toujours sur les mêmes assets que j'ai pu créer. Le monde évolue vite, ça c'est un peu facile de le dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans nos métiers, si tu veux, ça évolue encore plus vite. Et quelque chose qui marche aujourd'hui, il y a de fortes chances que 6 mois après, il ne marche plus vraiment aussi bien. Donc tu es tout le temps en train de te renouveler. Donc on parlait dans le mindset de cette partie aussi data-centrique, mais c'est la créativité. Ça repose, tu veux, le test and learn va reposer sur la créativité. Et c'est ça que je veux, que je trouve qu'on réussit bien avec mon équipe. Moi, je leur laisse, tu veux, cette autonomie. Je suis pas du tout dans le micromanagement. Moi, je leur laisse vraiment. Ils ont. C'est open bar dans les actions. Après, effectivement, ensemble, on a une voie qu'on a tracée, etc. Mais je veux qu'ils puissent avoir ce slot de créativité. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, on teste, on échoue, on l'a dit, on l'accepte, et après on va plus vite. Et point très important pour les marchands, je parlais, c'est ce côté tunnel, si tu veux, cette vision de par multi-conversion. Il n'y en a jamais qu'une seule, il y en a plusieurs. Il faut toujours être hyper vigilant par rapport à ça, le garder à l'esprit.
L'acquisition, c'est déjà un entonnoir de conversion. La conversion en elle-même, il y en a plusieurs, hein, entre la découverte d'un produit, le fait de mettre un produit au panier, le fait d'être dans le funnel. Déjà, t'as trois niveaux de conversion différents. Et après, il y a l'engagement. Les gens les rendent fidèles. C'est un autre tunnel de conversion. Donc voilà, toujours penser que la conversion, elle est multiple. Test and learn, data-centrique et automatisé au maximum. Et ça, pour que ça se passe dans le meilleur des mondes, c'est garder cette banane et cette curiosité. C'est hyper clé, vraiment. Garder la banane. Ouais, la banane, ouais. La banane, c'est clé. Ouais, c'est clé, ouais. Non, mais tu vois, j'essaye, moi, c'est cette énergie-là. Je dis ça avec un grand sourire, avec une banane. Mais oui, mais en fait, on parle d'optimisme. Ouais, c'est ça, optimisme. Et puis il faut. Il est à moitié plein, quoi. Ouais, mais il faut accepter de pouvoir, de pas être toujours, si tu veux, le growth, comme c'est un peu une course permanente, si tu veux, à la croissance. On parle bien du growth, croissance, comment j'optimise et j'automatise ma croissance. Ben voilà, il y a des fois où on a tout bon, parfois c'est un peu moins bon. Il faut garder cette bonne énergie parce qu'on sait que les problèmes, il y en aura toujours. Après, c'est une capacité, si tu vas bien les analyser pour pouvoir rebondir et trouver les solutions. C'est des sujets que j'ai abordés ce matin, du coup, avec Asphalt, avec Rodolphe. Ouais. Donc, épisode que vous pourrez découvrir de catch-up, que vous pouvez découvrir dans quelques jours, chers auditeurs. Mais l'autonomie qu'on doit laisser à ses collaborateurs, ouais, et de leur dire plutôt où on veut arriver plutôt que comment y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ne pas dire quoi faire, dire où on veut aller et laisser un maximum d'autonomie et surtout fuir le micromanagement. Lui me disait que il pensait pas micromanager et il a lu un bouquin que je vous recommande qui est La règle, pas de règle, écrit, ouais, par Reed Hastings, le fondateur, ouais, de Netflix, et justement qui est ça, qui est laisser de la créativité, laisser la place à la créativité et à l'autonomie. Il faut de la responsabilité. Ouais. Et il faut, tu partages l'ownership des sujets. Après, on le dit souvent, et c'est le chemin qui est important. L'arrivée, tu sais, je reviens sur mon exemple du chiffre d'affaires. C'est le résultat. L'équation avant, c'est un chemin que tu arpentes, si tu veux. Et c'est ce chemin-là, si tu veux, où je laisse mes équipes prendre le chemin. On le fera ensemble, puisque je suis là, tu vois, on arbitre, on tranche, on priorise si nécessaire. Je le fais avec eux. Mais le chemin, c'est ça qui est important. Et il faut donner l'envie aux équipes de prendre ce chemin, de l'arpenter en ayant cette notion d'ownership. Il faut qu'ils se sentent, si tu veux, engagés, responsables de ça. Moi, je suis juste là pour les aider, tu vois. On les accompagne et on est ensemble. Mais il faut que les équipes aient ce chemin-là avec cet ownership-là. C'est hyper important. C'était passionnant et très intéressant. Quel enseignement tu retires de cette première année et demie Ouais, c'est une belle mission, hein, parce que tu as été entrepreneur, tu as eu différentes vies avant, mais là, grosse équipe et grosse mission. C'est quoi ton enseignement après 1 an et demi? Tu vois, j'ai mis tout mon parcours entrepreneurial au service de ça aussi. Je l'ai fait avec beaucoup, j'essaie de le faire avec beaucoup d'humilité, mais avec une super énergie parce que je suis hyper fier. Si tu veux, alors, un de mon équipe, 2 d'être dans ce projet PrestaShop, et mon enseignement, si tu veux, c'est les valeurs humaines qui sont très partagées, mais partout dans PrestaShop. Cette capacité, si tu veux, avoir des gens qui sont super engagés, qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est dingue ce qu'on arrive à faire avec une boîte aujourd'hui. On est 170, mais c'est impressionnant le boulot, si tu veux, qui est abattu. Donc là aussi, clin d'œil à toute la team Presta pour le coup. Mais c'est vrai que mon enseignement, c'est engagement, proximité, et travailler, si tu veux, avec le sourire, l'envie et la bienveillance. Et avec ça, si tu veux, tu déplaces des montagnes. Engagement et bienveillance et proximité. On va où? C'est quoi l'avenir des plateformes e-commerce? Je t'avais pas prévenu de cette question. Non, mais elle est hyper pointue. Si tu veux, alors sans faire la réédite de ce qu'on s'est déjà dit, mais digitalisation, elle est lancée. Elle était déjà lancée avant le Covid. Elle s'est fortement accélérée. Tu vois, je prends une stat qui est quand même assez intéressante, mais pendant le Covid, tu avais environ 40% des acheteurs aux États-Unis qui avaient plus de 55 ans. C'est quelque chose qui était en très forte évolution. Et en fait, si tu veux, ces mêmes usages, nouveaux usages en termes de personas, si tu veux, il était à peu près pareil en Europe. Tu as eu des nouveaux usages de consommation sur les produits, les catégories. On parle par exemple, tu vois, à l'alimentaire ou à l'hygiène, tu vois, qui était un peu sous-représenté dans le e-commerce et donc qui s'est quand même pas mal développé. Et des habitudes, si tu veux, aussi dans la façon d'acheter. On a parlé, si tu veux, du click and collect. On a vu une explosion, si tu veux, de l'équipement en click and collect de nos marchands, par exemple. Ça, c'était pendant le 2e confinement. Et aujourd'hui, si tu veux, la barrière où parfois certains, on va dire, entrepreneurs, patrons pouvaient se dire attends, e-commerce, commerce, est-ce qu'on n'est pas vraiment en concurrence frontale? Non, cette barrière-là, si tu veux, elle est en train de s'amenuiser complètement. Les gens savent que ça répond complètement à des enjeux de maintenant,
dans les habitudes de consommation de nous, consommateurs. Et donc, c'est les barrières à l'entrée aussi, si tu veux, pour aujourd'hui aussi faire un site, elles sont bien plus faibles qu'il y a 10 ans, 15 ans. Donc maintenant, si tu veux, ça va continuer à se digitaliser avec sans doute le fait que se rapprocher encore avec ces côtés omnicanal, ces nouvelles expériences d'achat, mais avec une accélération qui sera encore très forte. Mais plus cette vision de concurrence entre ces deux piliers, tu vois, retail, e-retail. Non, on aura... c'est pour ça que je parlais de cette volonté d'être une plateforme commerce, mais c'est parce que c'est ça, on va vers ça, si tu veux. C'est vers ces PME, ces ETI, pour le contexte sur lequel nous, on répond chez PrestaShop, cette capacité de continuer à digitaliser les activités. Pavel, très belle conclusion. Merci infiniment pour... J'ai dit Pavel, c'est Pavel ou Pavel? Ouais, non, c'est Pavel. Alors Pavel. en fait, si tu veux... C'est de quelle origine? Je suis d'origine polonaise. Mes deux parents sont polonais et le W en polonais se dit V. Ouais, donc, comme en allemand. Ouais, donc voilà, et ma femme est franco-allemande, donc je vois bien le truc. Mais ouais, tu l'as très bien dit, c'est parfait. Je suis franco-allemand aussi, donc je lève le point. Merci infiniment pour ton temps, c'est passionnant. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour la 100e du panier. Bah écoute, merci à toi. Je suis ravi, la 100e en plus, du coup, je suis honoré en plus du reste. Et je suis ravi d'avoir découvert vos nouveaux locaux là, c'est magnifique. J'invite à le découvrir d'ailleurs. Ouais, si vous êtes curieux, chers auditeurs, Villa Maria sur Instagram et vous verrez les photos. Il y a des places encore disponibles dans le coworking qui ouvre dans quelques jours. Il y a une piscine, une crèche, il y a des terrains de pétanque. Je vais faire quelques meetings ici, je pense. Pavel, merci infiniment. J'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu et je vous remercie encore pour votre fidélité. 100 épisodes, c'est juste incroyable. Vous êtes entre 40 et 50 000 il y a entre 40 000 et 50 000 téléchargements chaque mois. Ça grandit doucement mais sûrement et c'est formidable. Pavel, à bientôt. À bientôt et longue vie au panier. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.